agité le spectre de la guerre civile en cas de victoire de la gauche ou de l'extrême droite. Et c'est pour ça que je pense que et le Rassemblement national et la France insoumise, elles répondent à des vrais problèmes. Je veux dire, elles répondent à des vraies colères, des vraies angoisses. Celle de la personne qui se dit on ne répond pas à un problème de sécurité, celle qui dit je ne suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman. Mais elle y répond mal à mes yeux, parce qu'elle y répond en quelque sorte en accroissant la conflictualité et la guerre civile. La guerre civile, rien que ça, il y a l'effort. Et surtout, il a assimilé quelque chose qui ressemble à la gauche plurielle, donc quelque chose de pas révolutionnaire du tout, à la guerre civile, après avoir parlé de communautarisme, en gros, en fricotant de guillemets avec les gens d'origine musulmane, la gauche jouerait la carte du communautarisme, de la guerre civile, ça ne sent pas très bon. Et tu as déjà affirmé au micro de David Dufresne, du média Au Poste, qu'Emmanuel Macron parle ouvertement de grand remplacement. Et la question que je vais te poser, c'est qui est cet homme ? Effectivement, en fait, en 2019, donc après l'interview qu'il donne à Valeurs Actuelles, j'ai plusieurs, entre guillemets, signaux faibles, plusieurs témoignages, en tout cas, de l'intérieur. Alors certes, c'est des témoignages off, de gens qui restent anonymes, mais j'ai des témoignages de l'intérieur de la Macronie qui m'expliquent, très inquiets, que le président de la République, dans un cadre privé, dans des réunions à l'Élysée, ne cesse de réemployer du vocabulaire d'extrême droite. Et notamment, cette forme malheureuse, notamment popularisée par Renaud Camus, écrivain d'extrême droite, de grand emplacement. Et en fait, c'est pas la première fois qu'il utilise des références d'extrême droite. Même des mots péjoratifs. Des mots péjoratifs. Et puis, alors, péjoratifs et racistes, ouvertement. On se souvient de différents épisodes, mais il y a également, par exemple, l'épisode de mémoire sur Pétain, où il a plusieurs fois expliqué que Pétain était quand même à considérer, y compris avant sa collaboration. Et donc, il a quand même, il a pas, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, contrairement à l'idée qu'il serait vide et uniquement opportuniste en piquant les idées un peu partout pour lui, il a surtout piqué des idées à la droite et à l'extrême droite. Quand je disais il triangule sur la gauche, oui, il a un peu triangulé sur la gauche. Et concernant la droite, il a toujours mis le curseur encore un peu plus loin vis-à-vis de ce qui était considéré comme, entre guillemets, républicain. Et c'est-à-dire, quand on a présenté Emmanuel Macron, là aussi, avec des mots galvaudés, mais c'est l'homme de la transgression. Oui, c'est toujours l'homme de la transgression sur l'extrême droite. Il a toujours poussé le curseur un peu plus loin. Et là, on retrouve un signe caractéristique de l'extrême droite, le confusionnisme idéologique et le désordre, pour imposer l'ordre. Et donc là, on revient à l'architecte du chaos qu'il est, et le fait qu'il n'est pas du tout dans la concorde nationale en bon centriste, comme certaines personnes ont pu croire qu'il était encore, y compris dans son propre camp. Et ça, très tôt, j'avais dit, non, il n'est pas centriste. Emmanuel Macron n'est pas centriste. Emmanuel Macron est dans un rapport vertical d'autorité. Il ne faut jamais oublier qu'il a toujours considéré les Français plus comme des sujets que comme des citoyens. Il a toujours décrédibilisé toutes les paroles politiques, militantes, venant de simples citoyens. Il disait qu'il manquait un roi à la France. Et il disait effectivement, dès juillet 2015, cette parole complètement folle, pour le coup, enfin en tout cas folle en termes de rationalité politique, d'histoire politique. Surtout quand on vient officiellement du PS. Voilà, où il expliquait, donc en juillet 2015, ministre de François Hollande, il expliquait à la revue Le 1 qu'il manquait dans l'inconscient français un roi, et qu'il manquait un roi à la démocratie française. C'était quand même des paroles quand même extrêmement fortes. Il faut quand même voir que dans le panthéon d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, sur la mémoire, il a toujours contourné la Révolution française. Il en a très très peu parlé. Il a toujours fait des références à l'ancien temps, à l'ancien régime. C'est ses déplacements dans la crypte de la basilique de Saint-Denis, où il y a une partie des rois de France qui sont enterrés. Il y a plein d'éléments où il a joué avec une mythologie de la France éternelle, de la France millénaire. Alors, tous les présidents de la République l'ont fait, ça, cette France millénaire, pour dépasser la Révolution française. Mais lui, il a plus que contourné. Il a carrément tiré un trait sur la Révolution française. Et ça, c'est quelque chose quand même très caractéristique, qui est ancré chez lui, qui était ancien,
hein. Quand je dis 2019-2020, c'est quand même très tôt dans le premier quinquennat. Et moi, je suis frappé de constater qu'il y a plein de gens qui se pensaient macronistes, ou en tout cas qui n'avaient pas vu le danger d'Emmanuel Macron, notamment au centre-gauche, y compris des intellectuels, qui étaient loin d'être des révolutionnaires, mais ils n'ont pas vu que l'aspect révolutionnaire de Macron, et notamment son livre « Révolution », était en fait une transgression de plus en plus claire sur la droite la plus extrême. Et quand il parle de guerre civile... c'est une terminologie d'extrême droite. Hein. Et on se dit que... Il pourrait, parce qu'il y a des théories selon lesquelles il utiliserait l'article 16 en cas de situation compliquée, mais s'il agite désormais le spectre de la guerre civile, s'il donne même l'impression d'appeler la guerre civile, c'est peut-être qu'au fond, ce n'est pas une rumeur, peut-être que dans... Une prophétie autoréalisatrice, tu veux dire. Enfin, ça fait partie de son plan. Gouverner par l'article 16, c'est une transgression aussi. Alors, j'ai pas d'informations précises sur tout ça. Ce qu'il en est, c'est que c'est plus qu'une théorie dans le sens où ça a été l'article 16, comme la rumeur sur la démission, font partie de... L'article 16, les pleins pouvoirs. Ça a été l'article 16, c'est effectivement les pleins pouvoirs. Ça a été utilisé une seule fois au moment du tout putsch des généraux d'Alger en 1961 par le général de Gaulle. Après la chienlit de 1968-1969, le général de Gaulle n'avait pas utilisé l'article 16, mais comme tu sais, le général de Gaulle, tout en étant général, était beaucoup plus respectueux des institutions, y compris de la Constitution de la Ve République, que finalement ses successeurs, et notamment Emmanuel Macron. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sa transgression, c'est pour ça que je disais, rapport dysfonctionnel au pouvoir, et notamment au niveau de la Constitution, depuis 2017, il y a plein de signes qui montrent que la Constitution n'est pas respectée. Le Parlement n'est pas respecté, le pouvoir de la presse, le contre-pouvoir de la presse n'est pas respecté. Il y a énormément de droits constitutionnels qui ne sont pas respectés. Et donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas, je ne prédis pas l'avenir. Je dis simplement que, c'est des fuites qui sont organisées dans la presse, donc c'est vraiment des ballons d'essai, parce que c'est des journaux, entre guillemets, installés, qui continuent de parler régulièrement avec le pouvoir macroniste, qui diffusent ces informations-là. Par exemple, je regardais les confrères de l'Express qui avaient expliqué que le chef de l'État allait intervenir 3 fois par semaine jusqu'aux élections législatives. L'Élysée a démenti, comme ils ont démenti la démission, ont démenti l'article 16. Au bout du compte, le chef de l'État est bien intervenu 3 fois par semaine, quasiment jusqu'au prochain premier tour. Alors, on n'est pas du tout dans le même registre, mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est des véritables ballons d'essai qui ont été lancés. 2, effectivement, on peut tout attendre d'Emmanuel Macron de son point de vue-là, à mon avis. Et c'est aussi là où je disais au tout début de l'intervention, de la rencontre, nous avons, quand je dis nous, collectivement, les forces politiques, les journalistes, même les Français, sous-estimé l'appétit de pouvoir d'Emmanuel Macron. Parce que l'article 16, c'est le pouvoir absolu. C'est le pouvoir absolu. Plus, face à une extrême droite, ce serait une sorte de sauveur. Oui, alors, il pourra peut-être le dépeindre comme ça. J'en doute un peu au regard de la mobilisation de ce qu'il a toujours exécré, c'est-à-dire des corps intermédiaires et notamment des partis politiques traditionnels. Mais effectivement... je ne peux pas mettre ça de côté en me plaçant du côté des rieurs en disant non, ça ne se passera pas comme ça. Je ne dis pas que ça se passera comme ça, je dis que non, ça ne passera pas forcément comme ça. En tout cas, tout dans son attitude donne à penser qu'entrer dans l'histoire comme le président qui a fait la passe à l'extrême droite ne le dérange pas. Une fois de plus, c'est vraiment ce dont tu parles, l'amour de la transgression, parce que tous ceux qui ont été au pouvoir jusque-là, au sein de la Ve République, ont toujours tout fait pour mettre le plus à l'écart à l'extrême droite. Même dans leur cauchemar, des gens comme Chirac ou Mitterrand ne se voyaient pas cohabiter avec l'extrême droite. Et là, en fait, manifestement, ils se voient cohabiter avec l'extrême droite. Mais on va dire, c'est peut-être ce qui était au cœur de ce qu'il appelait le nouveau monde. C'est-à-dire, finalement, tellement jouer avec l'extrême droite, c'est-à-dire pouvoir amener l'extrême droite, crédibiliser l'extrême droite dans son accession au pouvoir. Et ça fera partie de son passif, peut-être. C'est pas encore fait, on va voir ce qui va se passer au premier tour. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose, on va dire, qui ne lui faisait et qui ne lui fait pas peur du tout. Par ailleurs, au-delà même de la personne de Macron, il faut quand même revenir dans le contexte politico-médiatique qu'on connaît aujourd'hui, des forces extrêmement réactionnaires, propriétaires de médias, le groupe Bolloré, la chaîne CNews, le journal du dimanche. Disons qu'il y a tout un écosystème
qui a été permis ces dernières années. Et là, pour le coup, c'est pas uniquement de la faute, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Bolloré, il commence à constituer son groupe de médias sous Nicolas Sarkozy, les balbutiements, et puis ensuite François Hollande laisse faire Vincent Bolloré dans sa prise de contrôle au Canal+. On l'oublie un peu aujourd'hui. C'est du temps long. Le rapport à la question des médias, au débat public, c'est aussi une responsabilité de nos différents responsables politiques qui n'ont pas fait de la question médiatique et de la question du débat public une question finalement centrale. C'est les premiers à dire que les journalistes posent que des questions idiotes. Je ne suis pas loin de penser ça, mais en même temps, ils n'ont jamais pris leurs responsabilités au regard des règles et des limites qu'ils auraient pu apposer, parce que le marché de l'information n'est pas un marché comme les autres du tout. C'est un marché qui percute la responsabilité démocratique dans le pays. C'est très grave ce qui peut potentiellement se passer, et on le voit aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit extrait vidéo qui a beaucoup tourné. À titre personnel, il m'a un peu secoué. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller échanger de sexe en mairie. Bon, je l'ai dit, j'ai été estomaqué par cet extrait parce que il y a une fake news par seconde, il n'y a plus de laïcité, mais enfin, c'est des paroles terribles. Mais quand on regarde ça, on se pose une question, pourquoi ? On ne peut pas dire que la sociologie de la Macronie, je veux dire, sa sociologie intime, soit très, très anti-LGBTI. Je veux dire, on pense notamment aux fake news transphobes qui ont été utilisées par l'extrême droite contre Brigitte Macron. Et là, il utilise le registre de ceux-là, de ceux qui pourrissent la vie de sa propre femme. Tu dis deux choses. Tu dis fake news. Or, le principal producteur de fake news depuis 7 ans, c'est la Macronie. C'est le pouvoir. Certes, il y a l'extrême droite, certes, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Mais en réalité, la Macronie n'a cessé de mentir sur tout un tas de dossiers, sans aucun scrupule. D'ailleurs, c'est un signe qui a transpiré sur l'ensemble de l'arc politique français, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On ne fait plus véritablement, on n'a plus beaucoup de précision sur les faits, et on peut le regretter. Mais Emmanuel Macron a fait ça quasiment d'une manière parfois industrielle, d'ailleurs en disant tout et son contraire dans la même journée, en disant blanc alors que c'est noir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait notamment avec la gauche, où en fait la gauche est transformée, est renvoyée hors de l'arc républicain, alors que le sous-texte qui est derrière, c'est que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain, ou en renvoyant toute une population, notamment les musulmans, hors de l'arc républicain. C'est sans aucun problème. Par rapport donc les fake news, c'est important parce que ça a un rapport à la vérité dans la Macronie et du côté de Macron, qui est lié énormément à sa pratique du pouvoir, comme je le disais tout à l'heure. Moi, l'homme seul qui parle aux Français. Et il faut savoir que depuis 2017, il a toujours surprivilégié les réseaux sociaux et le contact direct par le numérique. Il a toujours contourné les corps intermédiaires. En fait, en réalité, il a pas mal contourné, malgré la propriété des médias, les journalistes professionnels, quels qu'ils soient, même s'il y a toujours les courtisans et les éditocrates, mais ça, mettons ça de côté. Il a toujours essayé, c'est d'où la multiplication de ses interventions en podcast ou dans des émissions où il essaye de toucher la jeunesse. Et en fait, il a une pratique de pouvoir et de communication. Il s'est toujours adapté à ses publics en fonction des cibles. Donc, là, il s'adapte à ces dames, à ce qu'il imagine qui se passe dans la tête de ces dames. Tout à fait. Et en fait, je le disais déjà à quelqu'un qui m'avait interrogé il y a 2-3 ans, en fait, Emmanuel Macron a beaucoup plus de signes communs avec Trump qu'on pourrait le penser. Et notamment... C'est trumpien, c'est extrait totalement trumpien. Bien évidemment. Fake news, blanc, noir, noir, blanc, il mélange tout. Donc là, c'est carrément, c'est 1984, c'est Hannah Arendt, c'est le totalitarisme d'une certaine manière au niveau du langage, de cette novlangue du langage. Puis on a un rapport à la réalité qui est totalement dévoyé. Donc ça, il n'a cessé de le faire. Donc c'est un management toxique d'ailleurs au sein même de la Macronie, parce qu'il a fait ça aussi avec ses collaborateurs. Et de l'autre côté, il a effectivement cette pratique-là trumpiste, y compris du côté des valeurs. Parce que tu disais, oui, une partie de la base sociale macronienne, notamment, on va dire, les CSP+, des centres urbains, qui sont finalement très dépolitisés en réalité, mais parce que en fait tout le système les conforte dans leur position de privilège, de leur position sociale.
Et donc, ils sont des privilégiés, en fait, en réalité. Ils bénéficient des décisions économiques depuis des années et des années, même avant Macron. Et donc, ils ont perdu en culture politique. Les nouvelles générations, écoles d'ingénieurs ou autres, ont perdu en culture politique. Et en fait, ils mélangent beaucoup morale et politique, et notamment sur les questions minoritaires, les questions sexuelles, les questions de religion et les questions d'identité. Et sur ça, par exemple, là c'est pareil. Je disais, il y a plein de commentateurs qui faisaient de Macron un libéral à l'anglo-américaine. Hein. Ça c'est une analyse qui a été faite notamment parfois à l'extrême gauche, parfois à l'extrême droite, parfois à droite, parfois à gauche. En fait, en réalité, Emmanuel Macron, par exemple, moi je l'ai écrit, hein. Quand j'écris l'ambigu Monsieur Macron en 2015, qu'est-ce que j'explique ? J'explique que quand il est principal collaborateur de François Hollande entre 2012 et 2014, secrétaire général adjoint de l'Élysée, il est le dernier à l'Élysée à pousser à faire passer le mariage pour tous par rapport au mariage de couples de même sexe. Parce qu'il considère que ce n'est pas une réforme prioritaire, alors que ça a été une des réformes emblématiques et peut-être la seule de tout le quinquennat Hollande. Emmanuel Macron n'a jamais été, au sens galvaudé du terme, même un progressiste, y compris sur ces questions-là. Alors certes, sa majorité, enfin en tout cas son ancienne majorité, je crois que c'était lors du premier quinquennat, a fait passer par exemple la PMA, mais qui était en fait un bout de comète d'une promesse que François Hollande n'avait pas prise à l'époque. Mais en dehors de cet élément-là, en réalité, toutes les décisions qu'il a prises, il n'y a qu'à le voir sur la loi bioéthique, par exemple, ou des choses comme ça, il n'a cessé de faire traîner ces dossiers-là. Il n'a fait que traîner sur ces dossiers-là, et il n'est pas du tout transgressif sur ces dossiers-là. Ouais. Il est totalement conservateur. Tu vois, il est complètement. Donc, sa transgression, effectivement, il est complètement est dans un seul sens. Il est complètement vieille France. Oui, c'est une révolution conservatrice. Voilà. Et ça, je l'écrivais d'ailleurs, noir sur blanc, la fable du progressisme, je disais, Macron, sa révolution est principalement conservatrice. Quand on t'écoute, on a l'impression que tu as crié dans le désert et a été quasiment saoulé du fait que ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas. Ce Macron-là ne se voyait pas, alors que toi, il t'apparaissait dans toute sa... Moi, il m'apparaissait, alors saoulé, c'est le bon terme, mais après, c'est vrai qu'il y a un autre élément sur la fake news. Et ça, c'est ce qu'il a confié à un documentariste qui est très proche de lui, qui est Bertrand Delay, qui a été pendant un certain temps patron de la chaîne parlementaire, mais qui est un très bon documentariste politique, tout en étant très proche de Macron à un moment donné. Bertrand Delay l'interrogeait dans les coulisses de sa campagne présidentielle de 2016 à 2017. Et Emmanuel Macron, c'est un documentaire qui est passé à envoyé spécial à l'époque, juste après sa victoire. Et Emmanuel Macron disait deux choses dans ce documentaire-là. Il disait justement qu'il avait contourné les journalistes politiques traditionnels entre 2016 et 2017, qui ne croyaient pas à sa victoire. Et donc, à l'époque, Emmanuel Macron était aidé par le groupe Lagardère, Mimi Marchand, Les Covers, Paris Match, le groupe Bolloré. On a oublié, à l'époque, Bolloré mettait avec Hanouna, avec Cyril Eldin. Mais alors, il y avait un point commun à tout ça, c'était l'image. Et donc, il a dit deux choses à Delay. Un, je contourne les journalistes politiques, parce qu'en fait, ils servent à rien, et je contourne les médias traditionnels, parce qu'en fait, ils ne servent plus à rien. C'est le contact direct avec la population et les différentes communautés, mais communautés numériques, qui comptent. Deux, le deuxième élément, c'est aujourd'hui, on ne fait plus que de la politique par de l'image. Et il suffit de saturer l'image pour gagner. Et donc ça, c'était une parole très forte. Et donc, au regard, moi, modestement, mon petit travail d'enquête, ça veut dire ça, en fait. C'est-à-dire que moi, même si j'ai écrit beaucoup d'articles, vendu, entre guillemets, des livres, parce que j'ai publié plusieurs livres et ils se sont quand même un petit peu diffusés. N'étant pas à la télévision, entre guillemets, officielle tous les soirs, n'étant pas repris par une partie des alliés d'Emmanuel Macron encore très récemment, hein, je parlais du centre-gauche par exemple, hein, qui aujourd'hui essayent péniblement de dire « Ah ben oui, il est beaucoup plus conservateur qu'on le pensait », mais en fait, jusqu'à la loi immigration, quasiment, jusqu'en décembre, ils n'admettent pas, c'est pire que ça, ils se sont peut-être trompés, bon, ça, à rigueur, l'erreur est humaine, mais ils ont collaboré d'une certaine manière à cette aventure personnelle. Et donc là maintenant, ils doivent faire, on va dire, leurs examens de conscience ou, quand c'est pas leur examen de conscience, j'ai plus leur droit d'inventaire d'une certaine manière. Mais bon, pour revenir juste à mon petit travail artisanal sur le plan journalistique, oui, bah, ça veut dire beaucoup de choses par rapport à ce petit travail artisanal journalistique. On a beau apporter quelques faits, ils sont submergés
par les images et la manipulation médiatique des communicants. Et il y a un fait que les sociologues des médias connaissent bien. En France, en 20 ans, 30 ans, le rapport entre le nombre de communicants qui travaillent pour les entreprises, les grandes entreprises, les responsables politiques, et le nombre de communicants a dépassé le nombre de journalistes. Alors en plus, dans le nombre de journalistes, il y a tous les journalistes qui travaillent sur des médias spécialisés, c'est tous les magazines spécialisés de bricolage, de moto, de jardinage et compagnie journalistes professionnels. Bon, c'est très respectable, sauf qu'ils font plus le travail d'information générale et politique. Et ça, on est très peu à le faire finalement. Il y a très peu de gens qui le font. Tu rajoutes les éléments de langage, le storytelling, là pour le coup imprimé par les journalistes politiques, généralement avec peu de culture politique. Donc ils accompagnent, tu as les commentateurs ou les présentateurs sur BFM qui se tournent vers toi et disent « Qu'est-ce que vous pensez de l'extrême gauche de Mélenchon ou de l'extrême gauche de François Hollande ?» Ça devient de plus en plus ridicule, mais ça devient de plus en plus ridicule. Quand on ose encore appuyer sur le bouton de la télévision sur ces chaînes-là, on est de plus en plus effaré. Bon, ça fait des mois que je regarde très peu les chaînes d'information pour ma santé mentale. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de Français encore qui ne sont pas politisés de cette manière-là. Alors, il y en a qui le sont. Il y en a qui sont politisés, différentes étiquettes d'ailleurs. Mais oui, par rapport à ce que tu dis, il y a une forme de lassitude et l'impression de se battre un peu contre des moulins à vent. Mais vraiment, parce que là, je parle du public. Ça, à la rigueur, ils ont, on va dire, un salaire à avoir à la fin de l'année. Enfin, ils ont leur famille, ils n'ont pas de temps, et donc ils ne peuvent pas forcément toujours s'informer. Et ça, je le comprends tout à fait. Mais les leaders d'opinion, les responsables politiques, y compris à gauche, de toute la gauche d'ailleurs, je suis frappé de voir que finalement, ils ont un rapport à l'information, y compris sur la Macronie, assez faible. Et donc, généralement, ils ont eu du mal à anticiper, y compris les décisions erratiques d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, ils l'ont toujours sous-estimé au regard de la profondeur, de l'aspect dysfonctionnel de l'ensemble du système de pouvoir qu'il avait